Coacher quelqu'un, c'est l'amener à faire des réflexions. Ouais. OK? Une des phrases que j'utilise souvent, puis je l'ai utilisé tantôt, je suis pas une cheerleader. Je suis pas, puis de toute façon, j'ai pas le physique puis le look. Mais je suis pas là pour juste te féliciter parce que tu fais des bons coups. T'sais, Bonjour à tous, Patrick pour un autre épisode de Capital Central. Donc aujourd'hui, je suis avec André Lavigne, l'auteur du livre Démystifier et maîtriser la vente. André a une carrière avec plusieurs entreprises, 30 ans d'expérience pour coacher des petits, des moyens, des grands entrepreneurs, des grosses entreprises du style la Banque Royale et des petites PME qui commencent également. Durant le podcast, on va vraiment regarder la psychologie humaine, comment comprendre un cycle de vente, aussi comment avoir une relation personnelle avec les gens pour pouvoir comprendre ce que notre client a besoin. Puis je suis très choyé de l'avoir aujourd'hui parce que André ne fait pas souvent des podcasts. Puis aujourd'hui, il a accepté de le faire avec moi. Il trouvait l'idée intéressante, il trouvait l'idée d'avoir des entrepreneurs ici de tout niveau aussi intéressant. Donc, vous allez voir, on va parler également de son livre. Son livre, c'est un hommage un peu à sa vie. On va en parler également un petit peu, mais on a quand même on a du temps devant nous, mais on pourrait probablement faire 3-4 épisodes. Mais pour le premier, ça va être une introduction là, de sa vie puis de ses accomplissements. Lavigne, Capital Central avec Patrick. Merci André. Fait qu'André, premièrement, merci beaucoup de te prêter au jeu. C'est moi qui te remercie. Et comme tu as mentionné, c'est pas quelque chose que je fais souvent, c'est pas quelque chose que je fais parce que j'ai toujours tendance à mettre mes clients, mes entrepreneurs avec qui je travaille de l'avant. Alors moi, je suis à l'arrière. Mon titre que je me suis donné, c'est pas conseiller, c'est orchestrateur de résultats. Fait que l'idée, c'est moi, je suis à orchestrer, mais c'est mes entrepreneurs, c'est mes clients qui exécutent et je les aide à exécuter le plus efficacement possible. Toi, tu dirais que peut-être tu es la régie de ton entrepreneur. Peut-être la régie, peut-être si on avait vraiment une petite voix sur l'épaule qui nous dit « Ah, t'as-tu pensé à ces conséquences-là? As-tu pensé à ces impacts-là? Vas-y, c'est le bon moment, etc., etc. » Cette petite voix-là, je me vois dans ce look de petite voix-là, même à la taille que j'ai, là, ça serait l'autre sur l'épaule. Mais écoute, il y a beaucoup d'accomplissements qu'on peut parler dans le podcast. Je vais focaliser sur le principal, tu sais, le livre, puis les accomplissements, puis aussi les grandes entreprises dans lesquelles tu as desservi. Mais quand on descend ton profil, puis on fait l'étude un peu de ton expérience professionnelle, on voit énormément d'entreprises, beaucoup d'expérience dans des secteurs, mais ça retouche souvent le TI, là, la technologie de l'information. Ouais. Mais j'aimerais ça qu'on descende en bas complètement de toutes ces expériences-là, puis savoir un peu t'es quel genre de personne, toi, quand t'es jeune, d'où ça provient ce désir d'aider, t'en mentionnes un peu dans ton livre, mais d'où ça provient l'intelligence émotionnelle que tu vas aller chercher chez les gens, les développer, tout ça, ça part d'où tout ça, tu sais? C'est une excellente question, mais je te dirais que la situation a fait que j'ai toujours été dans une position d'aide, de support. Je t'explique. Quand j'avais à peu près 2 ans, mon père a fait son dernier AVC et est resté à moitié paralysé. Un des sens qui a été paralysé, c'est le sens de la parole, mais il était paralysé la moitié de son corps, la moitié droite. Donc, il ne pouvait pas En fait, il marchait, mais avec énormément de difficultés. Il se traînait littéralement, mais c'était une personne d'un niveau de résilience que je n'ai pas encore vu chez personne. Okay? Mais on devait, s'il y avait envie de quelque chose, s'il y avait besoin de quelque chose, il fallait deviner ce qu'il voulait, puis il fallait idéalement apporter le bon truc, sinon il devenait pas mal passablement irrité. Fait qu'il fallait trouver la façon, fallait le supporter. Puis après ça, dans ma carrière, c'était que ça. J'ai été chanceux dans mes emplois d'été de trouver un emploi à la Société des alcools du Québec comme commis vendeur. Puis
mon plaisir, c'était quand quelqu'un rentrait puis voulait avoir un conseil sur un produit, un accompagnement. Mon plaisir, c'est qu'il repartait avec un sac plein de trucs qu'il pouvait découvrir. Ouais. Ça me... Puis évidemment, à la SAQ, comme vous savez sans doute, les conseillers ou les commis ne sont pas payés à commission. Là, c'était vraiment juste pour leur permettre du conseil. Du conseil pour bénéficier. Ça, c'était bien avant l'époque des conseillers. Là. OK. Fait que là, ça part de là, un petit job d'été. Ouais. Un plaisir immédiat parce que le sourire des gens, bon, regarde, puis là, les gens, ils s'imaginent ça dans la tête, on va manger ça avec ça, on va faire telle affaire. Puis d'avoir des clients réguliers, ce qui est quand même bizarre. Puis si je peux me permettre, un de mes clients réguliers préférés s'appelait, je ne sais pas si le nom va vous dire quelque chose, René Lévesque. Ah ouais? Fait que René Lévesque habitait pas tellement loin de la succursale où je travaillais. Et René... plusieurs fois par année, venait faire ses propres achats. OK. Je l'ai conseillé. Il se promenait avec Corinne, sa conjointe, et son garde du corps de la Sûreté du Québec. OK. C'est un homme absolument formidable. Puis qu'est-ce qu'il buvait, lui? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il aurait pu profiter de ses fonctions pour boire des grands vins puis acheter des grands vins, mais c'est un homme simple. Okay. Je me rappelle d'y avoir conseillé un nouveau produit qu'on venait de recevoir d'Espagne qui s'appelait Union. C'est un petit vin rouge qui, à l'époque, se vendait 2,65 $. Dans le temps. Dans le temps. Et il en avait acheté 6 bouteilles puis il était revenu puis il m'avait remercié parce qu'il trouvait bien. Ouais, mais des fois, c'est pas le prix, hein, puis... Non, puis... mais c'était cette relation-là que j'avais développée avec certains clients. C'est intéressant. Ouais. Puis là, as-tu... Comment est-ce que tu as créé ce lien-là pour qu'ils viennent voir toi pour le conseil, tu sais? Ben, en fait, c'est la première chose dans toutes les relations, c'est la capacité, je pense, d'établir le rapport, établir la connexion. Tu sais, je me suis pas présenté comme un admirateur, je me suis pas présenté comme un cheerleader ou un fan fini, je me suis juste présenté, puis je l'ai remercié un peu de ce qu'il faisait, puis que j'appréciais beaucoup son parcours, puis ce qu'il avait fait pour le Québec, ce qu'il faisait pour le Québec. Puis il a apprécié, puis j'ai littéralement dit, si jamais je peux vous aider de quelconque façon, n'hésitez pas, je vais être autour, vous avez qu'à me demander. Et il m'a demandé tout de suite un conseil. Okay. Et c'est là que ça a établi le lien. Puis c'est souvent ça qu'il faut apprendre à faire dans toutes les relations commerciales, mais dans tous les échanges. Si vous n'établissez pas de lien, de connexion, il n'y a rien qui va se passer. Ça va être superficiel. Donc, traiter l'autre comme un humain. Toujours. Tu sais, moi, ce que je me plais à dire, c'est que la vente, premièrement, c'est le plus vieux métier du monde, contrairement à ce que les gens pensent. Mais en plus, la vente, c'est une interaction humaine. Ouais. Un échange. Parce qu'on a quelque chose que l'autre personne désire ou a envie. Puis il faut l'échanger. Il faut l'échanger contre ce qu'on a besoin. Puis ce qu'on a envie aussi. Le bon vieux troc. Le bon vieux troc. Fait que souvent... puis tu sais, c'est drôle de parler de bon vieux troc. Tu sais, oui, j'ai été souvent en technologie de l'information, mais je préfère voir ça comme en technologie innovante. Puis les TI, c'est presque toujours des technologies innovantes. Puis, bien sûr. Je vais dire presque, parce qu'il y a maintenant des choses qui existent depuis tellement longtemps qu'on les prend pour acquises, mais ça a été toutes des technologies innovantes. Fait que dans les technologies de l'information, vendre des logiciels à plusieurs centaines de milliers de dollars ou de millions de dollars, ben ça reste que c'est un échange entre deux humains. Ouais. Même s'il y a eu plusieurs humains dans un cycle de vente, mais c'est toujours un échange entre des humains. Donc, ce que je comprends un peu depuis le début de la conversation, puis on va revenir vers quelque chose, parce que tu as dit quelque chose d'important. Après, je refais souvent ça, on revient en arrière, mais le statut de la personne, puis le montant de la transaction ne t'impressionne pas du tout. Ben, ça n'a aucune importance sur la valeur, sur l'échange. Tu sais, puis on donne souvent cet exemple-là, là, mais un verre d'eau à quelqu'un qui est dans le milieu du désert depuis déjà 3 jours, ça a une valeur incommensurable, peu importe son titre, peu importe c'est qui. La valeur de l'échange passe,
Puis la valeur perçue, puis la valeur réelle de l'échange va passer bien avant son titre, bien avant le montant de cet échange-là. Fait qu'il y a une valeur qui est intrinsèque, qui est beaucoup plus importante. Fait que quand on focus sur la valeur pour l'autre, on gagne toujours. Donc, tu sais, le titre, tout ça, il ravale bien vite parce qu'il veut boire l'eau, puis c'est un besoin naturel, puis il faut qu'il assoive quelque chose. Donc, tu dis de traiter la relation humaine un petit peu de la même façon. Toujours. C'est la base de tout. Puis, tu sais, la définition de la vente que je donne à tout le monde, c'est un échange de biens ou de services pour combler un besoin ou un désir. Ben, le besoin, c'est la façon dont on va justifier ses désirs, on va justifier ses envies, on va justifier le côté émotif de sa décision, parce qu'il y en a toujours un. Ouais. Puis on va le justifier par un retour sur investissement ou une métrique. Ou une métrique quelconque. Mais dans le fond, si on veut faire affaire avec quelqu'un, on va trouver les moyens de faire affaire avec quelqu'un. Je comprends. Puis là, c'est là que je disais qu'on a passé à quelques sujets d'information, carrière, trucs de vente, etc. Ben plus trucs de psychologie. Mais je veux te ramener à l'arrière complètement, où tu as parlé de ton père, événement marquant en très bas âge. Puis là, tu es face à une situation que tu dois décrypter, qu'est-ce que quelqu'un qui n'est pas capable de parler doit dire, vivre, sentir, ou comment tu as fait pour t'adapter à cette réalité-là? Qu'est-ce que tu as développé ou ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait naturellement. En fait, c'est une sensibilité que tu développes. Okay? Il y a beaucoup de gens qui l'ont de façon innée, cette sensibilité-là. Mais heureusement, c'est quelque chose qui s'apprend à développer cette sensibilité-là. Moi, dans mon cas, je l'ai développé juste par nécessité. T'sais, si on n'y apportait pas ce qu'il voulait ou si on se comportait, notre comportement l'irritait ou le frustrait, ben on le savait. Il y avait une réaction différente. Il y avait une réaction. Fait que c'est un petit peu comme s'il te manque un sens, tu vas compenser avec les autres sens. Naturellement. Fait que, par exemple, la COVID a appris à beaucoup de gens à comment se comporter face à un autre qui n'est pas dans la même pièce. Fait que le travail à distance ou les téléconférences, les vidéoconférences ont fait en sorte qu'il y avait quelque chose qui manquait. Okay? Les gens qui ont bien réussi ou qui réussissent bien, ben ils compensent leur présence en vidéoconférence par quoi? Par peut-être valider plus souvent l'autre, qu'est-ce qu'il dit, comment il dit, etc. Ouais. Il va peut-être parler avec plus d'enthousiasme qu'il parlerait s'il était face à quelqu'un. Il va peut-être faire plus de gestuels. Peu importe. L'idée, c'est qu'on compense toujours un sens qui manque par d'autres sens. Chez soi comme chez l'autre. OK, puis ça, c'est tout le monde... Puis est-ce que c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, ça m'a transpercé la première fois qu'on s'est rencontrés parce que, bon, t'avais dit de quoi par rapport que moi je vivais, ça faisait 5 mois, mais là, tu viens de dire quelque chose aussi que j'ai vécu dans le COVID, la gestuelle de mes mains quand je parle à la caméra. Je faisais pas ça avant, là. À cette heure, je le fais tout le temps, puis je m'assure qu'on voit dans l'écran qu'est-ce que je fais avec mes mains. Puis je m'en ai pas rendu compte jusqu'à temps que tu le dises. Mais ça, c'est un nouveau comportement, non? Et ça, ce qui est intéressant, c'est que tu as réalisé que ça avait plus d'impact, ça avait plus d'effet. Oui. Puis, comment, dans nos relations clients, on va dire toujours la même affaire, on va avoir la même cassette, le même script, on va le dire de la même façon, puis là, on s'attend d'avoir du succès tout le temps, alors que l'individu en face de nous est différent. Fait qu'il faut que tu t'adaptes, puis il faut que tu aies un impact qui va être différent. Significatif. Significatif. Tu sais, si tu es en personne avec quelqu'un, puis tu as une grande gestuelle, puis c'est quelqu'un qui a développé une crainte de l'agression, ça va pas bien aller. Non, c'est ça. Fait que si tu continues, ça va pas bien aller. Ouais. Fait que si tu t'en rends compte que son comportement est peut-être plus réfractaire, tu vas peut-être ralentir ta gestuelle. Ouais. Tu vas peut-être voir qu'il y a une amélioration. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être parler moins fort. Moins vite. Tu vas peut-être parler moins vite. Tu vas peut-être être plus à l'écoute. Fait que tu vas t'ajuster, tu vas te synchroniser. Ça fait toute partie des choses où comment on établit le rapport. Mais ça, la synchronisation envers un autre humain, je peux pas dire que je l'ai toujours vécu de tout le monde. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai cet aspect-là, je le vois, tu sais, puis j'ai fait de la vente majoritairement toute ma vie.
Mais j'ai l'impression que des gens qui ont eu des postes peut-être un petit peu plus analytiques ou moins besoin d'aller vers les gens ont ça un petit peu moins développé. Oui, oui, sans doute. Sans doute. Et tu vois, depuis 6-7 ans, je donne des ateliers, entre autres, au Centec, qui est l'accélérateur du centre de l'ETS, les technologies supérieures. Ouais. Fait que la réputation des ingénieurs n'est pas comme c'est des gens qui sont le plus outgoing, qui sont le plus fluides dans leur conversation. Ouais. C'est pas de la réputation de la majorité. Fait que mon travail, évidemment, c'est de leur montrer, établir le rapport, leur montrer d'être attentif à l'autre, leur montrer que au-delà du processus d'un cycle de vente, il y a des éléments de relations humaines, il y a des compétences humaines qui peuvent développer. Fait que quand je leur apprends qu'il y a des compétences humaines qui peuvent développer et je leur démontre comment ils peuvent les développer, ben ça fit dans leur paradigme de « Ah, c'est un problème, il y a une solution, voici la recette ». Et ça les aide grandement. Donc, toi, tu as appliqué, tu as dit, garde, mon public cible sont des analytiques à l'os. Ouais. Je vais faire une formule pour eux qui comprennent ce que c'est une intelligence émotionnelle. Absolument. Donc, et ça, tu vois, quand j'ai bien avant que j'écrive le livre, j'avais développé un concept qui s'appelait de la vente pour non-vendeurs. OK. Puis la cible, c'était ça parce que j'avais fait beaucoup de conférences, des ateliers avec des analystes d'affaires en TI, avec des gestionnaires de projets, avec des avocats, avec des comptables. Tous des gens d'un type très analytique. Ouais. Et étant donné que tout le monde vend, tout le monde doit trouver une façon d'être plus efficace. OK. Alors, fait que j'avais bâti cet atelier-là, qui ressemble étrangement à ce que je fais quand même aujourd'hui. OK. Mais la vente pour non-vendeurs, ça ne fonctionnait pas. Quand je parlais à quelqu'un, je veux t'offrir une vente d'atelier de vente pour non-vendeurs, j'avais très, très peu de succès. Quand j'ai changé le nom pour démystifier la vente, parce que la vente, pour bien des gens, c'est un grand mystère. Est-ce que c'est un art? Est-ce que c'est une science? En tout cas, on a joué là-dedans pendant longtemps. Mais quand j'ai appelé ça « démystifier la vente », là, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de demandes pour mes services d'atelier de conférence. Est-ce que tu penses que si, mettons, tu aurais changé de public cible en conservant le même titre, ça aurait fonctionné aussi? Pas vraiment. Non? C'est vraiment le mot démystifié avait venu piquer la curiosité? Oui, puis il y avait le mot, bizarrement, il y avait le mot « non » dans la phrase. Et le mot « non » a évidemment une connotation négative. Ouais. Fait que je pense que ça ajoutait de la confusion. Okay. Parce que expliquer à quelqu'un que tu n'es pas quelque chose fonctionne moins qu'il expliquer comment quelque chose peut fonctionner. Je comprends. Puis là, toi, par la suite de ça, ben parce que tu as fait ça pendant... Tu as eu des jobs différents, mais tu as fait du coaching toute ta vie, par contre. Ben, par la force des choses, quand tu veux aider quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui est dans des situations que tu sens qu'il aurait besoin d'aide, sans nécessairement qu'au départ, ils disent « Oh, j'ai besoin de ton aide ouais. », mais tu peux donner des pistes, puis à un moment donné, les gens te font plus confiance, puis tu peux les guider de quelconque façon. J'ai fait ça littéralement toute ma vie, en effet. Puis comment ça commence pour toi, ce parcours de coaching? Est-ce qu'il y a un événement dans une job, un moment donné, tu t'es dit « Garde, il y a tellement de rattrapage à faire ici, je pense que les gens pourraient vraiment utiliser ça. » D'où ça t'est venu de vouloir faire ça de ta vie, du coaching pour ça? Je comprends l'élément de... Tu as dû développer ça en très bas âge, dû à un membre de famille proche qui a eu un AVC. Là, à partir de là, des fois, ces événements de vie-là, ça fait deux affaires. Un, ça répugne une personne, il ne peut rien savoir de ça. Ouais. Ou deux, ça déclenche quelque chose comme quoi qu'ils veulent aider par rapport à je ne veux pas dire une incompétence, mais un manque à combler par rapport à une communication. Fait que toi, ça commence d'où, cette affaire-là? De vouloir faire ça professionnellement? Professionnellement, en fait, c'est une question auquel j'ai peu réfléchi, mais je pourrais dire que quand j'ai commencé en vente, j'ai commencé à réaliser que je développais des mécanismes pour être beaucoup, beaucoup plus efficace. OK. Ben, par exemple,
ce que j'ai mentionné tantôt, si tu es capable d'établir la connexion, Ouais, les gens vont partager avec toi beaucoup plus facilement absolument. c'est quoi le défi, puis comment ils voudraient le régler, comment ils penseraient le régler. Fait que tu peux les aider plus rapidement. Fait que ça j'ai commencé à faire ça très, très rapidement dans ma carrière. Puis, quand j'ai commencé à travailler pour des grandes compagnies américaines, les structures de vente étaient très souvent où tu avais des représentants seniors ou exécutifs qui étaient sur le territoire et tu avais des gens qui étaient pour t'aider au niveau des opérations. En bon français, on les appelait nos inside sales. Fait que ces gens-là étaient typiquement juniors puis ils n'avaient pas d'idée. Ils n'étaient pas formés. Ils étaient formés. Je pense que leur formation se limitait à tu vas aider les vendeurs sur la route à être meilleurs. Ouais. Puis, ça veut dire quoi? Ben, ça dépend du vendeur. Et moi, j'avais pris sous mon aile, je prenais sous mon aile tout le temps les gens qui m'étaient assignés. Puis je réalisais que je pouvais le faire aussi pour des partenaires d'affaires. Fait que je me suis mis à aider des gens à grandir. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, ces gens-là sont vice-présidents en vente dans des corporations parce qu'ils ont appris, puis ils ont grandi, puis ils ont fait ça tout seuls, là. Mais à un moment donné, j'ai peut-être été une forme d'encouragement. Une forme d'encouragement, puis de structure qui comprennent le côté humain, justement, de la vente. Donc ça les a aidés. Mais je pense que ce qui a fait en sorte que ces gens-là puissent fleurir, c'est leur donner une chance. Parce que, tu sais, dans le domaine de la vente, mais souvent, le vendeur sur la route, il a comme pas le temps, puis il est comme, ah ouais, il fait ça vite, puis tout, puis tu sais, comme, encore quelqu'un de nouveau qui va rien savoir, puis tout. Mais là, tu sais, toi, tu as une approche un peu plus pédagogique, différente. Viens-t'en, je vais t'apprendre, voici des choses que moi, j'aurais besoin, voici comment je le verrais. Toi, qu'est-ce que t'en penses, tu sais? Absolument. Tu sais, je me rappelle... Considérer un humain. Je me rappelle, je vais le nommer, Philippe Heidman, qui est un super chic type qui demeure maintenant à Vancouver. Mais Philippe, quand il a débuté, il n'avait aucune idée c'était quoi la vente. Ils l'ont mis dans un poste. Je me rappelle, il était à Boston. Puis j'avais dit, Philippe, est-ce que tu penses que ça t'aiderait de venir à Montréal, venir rencontrer des clients pour comprendre ce que je fais? Puis là, tu vas m'aider davantage. Fait que j'avais investi, puis j'avais réussi à convaincre son patron. Puis on avait fait une tournée de clients. Puis en revenant, à chaque opportunité, chaque rencontre client, je débriefais avec lui. Puis je disais, tu as vu comment on est rentré en contact, en relation? Tu as vu comment j'ai posé beaucoup plus de questions que j'ai donné de réponses? Ouais. Tu as vu comment l'importance que j'ai mis sur sa situation, sa problématique, était la chose la plus importante? Puis il dit, ben oui, je me demandais quand est-ce que tu parlerais de produits. Ça, c'est à la fin. C'est à un moment donné. Sur le side-up. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça qu'on va t'aider à régler les problèmes et les désirs que tu as. OK. Mais ça, c'était. Puis, veux pas, c'est quand tu vois quelqu'un qui sort de sa coquille, puis qui demande, puis qui veut grandir, puis tu l'aides, c'est gratifiant. Ouais. Pas mal plus gratifiant que une commission sur un deal X, là, des fois. Ouais, mais c'est sûr, il y a une certaine satisfaction à avoir accompli quelque chose de bien, si on pourrait dire, d'avoir sorti quelqu'un de sa zone de confort pour quelque chose de meilleur, parce que c'est un skill très important. Puis ça s'apprend, oui, mais des fois, ça s'apprend dur, là. Ouais, ben, tu sais, tout ce que je fais depuis ce temps-là, c'est, dans le fond, c'est d'aider à... Tu sais, parce que ça serait fou de dire que j'ai eu que des succès dans ma carrière. C'est loin d'être vrai. Mais on apprend beaucoup de nos échecs aussi. Ouais. Puis l'idée de coacher un entrepreneur, d'aider quelqu'un à améliorer ses situations de vente, ses approches vente, tout ça, c'est de condenser tous ces apprentissages-là et de les communiquer de façon où l'autre personne peut les intégrer beaucoup plus efficacement. Donc, l'autre personne va sauver des années d'expérience. Puis de mauvaises expériences des fois. C'est ça. Puis des fois se brûler, puis tout. Ou se décourager parce que, tu sais, ça avance. Des fois, ça avance pas tellement vite. Tu as l'impression que tu travailles très, très fort. Sur place. Mais tu sais, l'analogie, c'est le fermier qui plante ses graines au printemps, il se met pas à côté puis les regarder. Ouais. Puis, j'aimerais ça que ça soit plus vite, j'aimerais ça que ça soit plus vite. Il y a d'autres choses. Il y a la température, il y a la météo, il y a plein de circonstances qui vont faire que ça peut être plus long. Mais... Pour avoir vu beaucoup d'entreprises, petites, moyennes,
grandes. La majorité des entreprises ici, bon, sont des PME, mais il y a des grandes entreprises quand même. Il y a certaines fois, tu arrives à un certain niveau de management, bon, les gens ils ont des employés sous eux, mais le management est complètement pas qualifié pour avoir du personnel en dessous. Qu'est-ce que tu suggères par rapport à ça, ou c'est quoi ton take là-dessus? Parce que ça peut détruire des divisions au complet, là. Ouais, il y a des statistiques qui démontrent qu'une des plus grandes raisons de quitter un emploi d'une grande société, c'est son manager. Ouais. Mais il ne faut pas que blâmer le manager. Le manager a une position qui est... vous connaissez l'expression entre l'arbre et l'écorce, là. Ils sont dans une situation où ils sont généralement pas outillés. Quand est-ce pense à ta carrière. Quand est-ce que un de tes gestionnaires, tu as eu l'impression qu'il y a eu une formation en coach? Jamais. Jamais, hein? Ou c'est très, très rare. Puis si ces gestionnaires-là ne savent pas comment coacher des équipes, ne savent pas comment les responsabiliser en les outillant, ben c'est sûr que ça devient frustrant pour tout le monde, pour le gestionnaire qui voit qu'il n'y a pas d'impact. Ouais. Puis pour l'employé qui voit qu'il n'est pas aidé, il n'est pas soutenu, puis il n'y a personne qui fait rien pour l'aider à s'améliorer. Il y a plein de mécanismes pour aider les gestionnaires intermédiaires à être plus efficaces. J'en coach quelques-uns, puis très souvent, là, j'en coachais une justement ce matin, puis c'est drôle parce que ce qu'elle me disait, c'est « J'ai eu le poste de gestionnaire, je sais pas pourquoi. » Puis on m'a même pas dit ça voulait être quoi, ça voulait dire quoi être leader d'une équipe. Wow. Puis là, je pense qu'elle est rendue à 16 employés. Ouais. Puis c'est comme, je sais pas. C'est une grosse institution aussi. Pas tant, mais c'est complexe pour elle. Ouais, 16, c'est pas pire de tête, là. C'est pas mal de monde. Ouais. Puis évidemment, c'est comme la vente. Chaque individu est différent. Chaque individu a ses facteurs de motivation propres, ses façons d'être encouragé. C'est difficile pour le... Moi, je voudrais surtout pas lancer la pierre aux gestionnaires intermédiaires parce qu'ils sont juste pas outillés. Est-ce que ça serait la responsabilité de l'employeur de développer son employé, ou c'est de l'employé de développer lui-même, sachant qu'il y a une lacune claire? Ben, je pense que c'est une responsabilité. Moi, moi, je me suis toujours senti responsable de tout ce que je faisais. OK? Ouais. Comme employé, si tu veux progresser, tu as deux choix. C'est tu t'améliores ou tu changes d'emploi. Si tu changes d'emploi, Straight. tu vas te retrouver exactement au même endroit où tu n'as pas plus de compétences, tu as juste un nouveau patron. Et ces soucis d'incompétence-là vont revenir très vite. Fait que tu peux faire ça quelques fois, mais dans un marché comme le Québec. Tu fais le tour vite. 2 fois, là, il y a combien d'institutions financières au Québec? Vite, oui. Fait que si tu en as fait 4, la cinquième job sur laquelle tu vas appliquer, il va te demander pourquoi ça n'a pas marché aux 4 premières. Ouais. Puis la réponse, c'est mon boss, c'est pas toujours la bonne réponse. Ouais, ça c'est sûr. Fait qu'il y a un travail d'introspection sur nous-mêmes aussi avant de pouvoir recevoir le coaching. Ben oui. Puis il faut être ouvert au coaching. Tu sais, t'as des entreprises qui m'envoient coacher les gens, puis les gens sont pas ouverts au coaching. Ouais. Tu sais, ils veulent pas. Mais quand tu veux pas être coaché, moi, généralement, ça dure 30 minutes de coaching. Puis qu'est-ce que tu fais dans ces situations-là, tu sais? Tu le vois tout de suite, tu sais, je veux dire, toi, t'as le pif, là, ça fait longtemps que tu fais ça. Je lui souhaite bonne chance, littéralement. En bonne et due forme. En bonne et due forme. Je dis, écoute, je vois que j'ai pas les capacités puis les compétences pour t'aider. OK. Puis, où c'est ce que tu... Puis là, je dis, où c'est ce que tu perçois? D'une façon ou d'une autre, que ce soit vrai ou que ce soit ta perception, il n'y a rien que je peux faire pour t'aider. Fait que c'est comme ça que je... C'est un gros coup d'ego, ça. Si un consultant que ça fait 30 ans qu'il fait ça, dit ça, c'est un gros coup sur l'ego quand même. En fait, le coaching,
Coacher quelqu'un, c'est de l'amener à faire des réflexions. Ouais. OK? Une des phrases que j'utilise souvent, puis je l'ai utilisé tantôt, je suis pas une cheerleader. Je suis pas, puis de toute façon, j'ai pas le physique puis le look. Mais je suis pas là pour juste te féliciter parce que tu fais des bons coups. T'sais, on a vu qu'est-ce que ça faisait quand on élevait des enfants comme ça. Ça fait des enfants rois, ben, ça fait des employés rois aussi. Fait que l'idée, c'est, je vais te dire ce que je vois, ce que je perçois, ce que je sens, puis je suis pas responsable de comment tu vas le prendre. Je trouve que je pense que quelqu'un comme toi aura toujours son utilité dans le marché pour les 100 ans à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps une évolution de technologie ou une évolution humaine, là, si on pourrait dire ça, de psychologie humaine qui arrive puis qui chambranle toutes les cartes existantes. Avant, tu avais plus un régime du genre un boss, la hiérarchie, on regarde pas quand il passe. Là, après ça, ça a été un petit peu plus égal. Là, après ça, tu as une modernisation avec les ordinateurs, la façon de communiquer est complètement différente. Le face-à-face commence à disparaître. Là, tu as les automatisations de processus. Là, après ça, on a eu la COVID, communiquer encore plus en distance. Là, on revient un peu là-dedans. On a l'intelligence artificielle. On a l'intelligence artificielle qui revient. Comment tu jauges avec toutes ces affaires-là, tu sais? Bien, il va toujours rester l'humain. Puis merci pour dire que je risque d'être utile encore longtemps. Oui, absolument. Parce que ben, je veux être immortel, so far so good. mais sérieusement, l'humain ne change pas tant que ça. OK? À la base, à un moment donné, j'ai suivi une formation hyper intéressante sur l'analyse comportementale des gestionnaires. Comment les gestionnaires géraient. Et j'ai suivi cette formation-là en 2008-2009 et je lisais le matériel, j'ai suivi les séminaires et je me disais, ben, puis je ne me suis pas posé de questions sur la pertinence du sujet jusqu'à temps que je vois que la base, l'étude remontait aux années 50. C'est 18. Tu sais, c'est comme, wow! Ça fait 60 ans que la base a été écrite. Gros clash. Et aujourd'hui, non, c'est la même chose. Ah ouais? Les comportements n'ont pas la base changé. Puis aujourd'hui, tu sais, on est presque 10 ans plus tard. Les comportements n'ont pas tant changé. Donc c'est similaire, c'est avec des variables un peu plus... C'est ça, fait que la façon de faire des choses, la façon de le dire a peut-être évolué, mais le cœur de l'humain n'a pas tant changé. Mais pourquoi c'est si compliqué de voir? Tu sais, on a la science infuse. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de filtres, OK? Il y a beaucoup de filtres entre... tu sais, je suis praticien en PNL. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non, c'est quoi? C'est la programmation neurolinguistique. C'est en gros comment tu perçois la réalité, puis à travers le langage, comment tu la communiques, puis comment tu la reçois. OK. Et imagine qu'on a tous des filtres, on a tous des façons différentes de percevoir le monde à travers notre éducation, à travers nos valeurs, à travers plein de choses. Donc imagine de mettre tous ces filtres-là. Tu sais, je sais pas si vous avez été chez l'opticien, puis quand il y a des distorsions. Il fait les lunettes, puis il fait ça va-tu mieux, ça va-tu mieux. Mais à un moment donné, tu as plein de petites lunettes dans les yeux. Mais c'est la même chose. Fait que toi, tu as tes petites lunettes, puis il y a quelqu'un qui a ses petites lunettes. Wow. Puis là, il faut que tu passes à travers toutes les petites lunettes pour regarder dans les yeux de quelqu'un. Fait que ça marche pas. Fait qu'il y a beaucoup d'embûches. OK. Puis, faut que tu trouves la façon de dire, ben regarde, on peut se regarder dans les yeux. Mais ça, c'est délicat parce que, tu sais, dans le monde corporatif, tu sais comme moi, quand on dit on rouvre les kimonos, ça veut pas nécessairement dire que l'autre personne rouvre le kimono. Pas nécessairement. Faut demander s'il en a envie. Ouais. Tu sais, je peux te raconter une situation, une anecdote. Je travaillais pour une grande corporation américaine. Puis, on avait un client corporatif, mais gouvernemental, en fait. Puis, la tâche qu'on m'avait assignée, c'était de renouveler une entente d'entretien puis de support pour un logiciel qui valait plusieurs millions de dollars. Et faire ces ententes-là, on était comme 4-5 manufacturiers à travers le monde qui faisaient ce genre de produits-là. Fait que le client avait ces 4-5 produits-là déjà.
Puis, le cycle de vente était typiquement de 1 an et demi, 2 ans. Wow! Parce que c'était des gros renouvellements. Grosse intégration. Les logiciels étaient déjà intégrés sur les mainframes. OK. Fait que ça ne changeait pas de temps, là. Il n'y avait pas tant de modifications que ça, mais il restait qu'il y avait besoin d'avoir ces contrats d'entretien-là pour s'assurer que ça fonctionnait toujours. Et moi, j'ai toujours... En fait, je me disais, j'ai toujours détesté, ce qui n'est pas vrai. J'ai jamais apprécié faire affaire dans le secteur public. OK. Parce que très souvent, la ligne entre ce que l'individu a envie et ce que je peux offrir est très floue. Comment ça? Ben, c'est parce que souvent, on le sait pourquoi, mais... souvent c'est des fonctionnaires qui n'ont rien à cirer. Ouais. Ils font un travail, puis est-ce que ça rend service à quelqu'un? À la limite, la personne à qui ces applications-là rendent service, c'est le citoyen. Mais on est loin du citoyen quand on essaie de faire ce genre d'entente-là. Toujours est-il qu'il faut trouver chez notre interlocuteur, c'est quoi, qu'est-ce qui pourrait l'aider, le motiver? Qu'est-ce qu'il aurait envie? Fait que j'ai commencé cette négociation-là avec un acheteur corporatif et j'ai demandé, je dis Pascal, je sais pas toi, là, mais est-ce que ça te tenterait de trouver une façon qu'on fasse ça plus vite ou tu as vraiment envie que je sois dans ton bureau pendant 1 an et demi puis t'achaler avec des messages puis des emails, tout ça? Fait qu'il est parti à rire puis il a dit, ben regarde, carte sur table. Si on peut trouver une façon plus vite de faire ça, fait que j'ai dit, ben la seule façon qu'on pourrait trouver, c'est d'être transparent. Moi, je vais m'assurer d'être le plus transparent possible. Puis toi, si je te pose des questions, si tu veux cacher des choses en espérant que tu aies un plus grand gain, ben ça va nous ralentir. Fait qu'il dit non, c'est correct, on va jouer de ça. C'est une très belle façon de... sans que personne soit brusqué, puis... Fait qu'on a joué comme ça, puis 4 mois plus tard, on avait une entente signée à la grande surprise de mes gestionnaires. Malade. Puis... 3 fois plus effectif. Puis... On a rajouté 1 an sur les contrats standards parce que j'ai exprimé que pour avoir le prix qu'il cherchait pour son budget, il fallait au moins que ce soit 1 an de plus que le contrat standard. Ce à quoi il a accepté. Fait que, tu vois, si tu es capable de rendre ça humain, personnel, dans un environnement qui est absolument dépersonnalisé comme un service gouvernemental. C'est fou, ça. C'est toujours le cas. Parce que là, t'as demandé une question, parce que, tu sais, les travailleurs gouvernementaux, ils ont souvent des lourdes charges de travail, puis ils ont peu de ressources pour dealer avec ça. Absolument. Puis c'est tout le temps de leur faute. Ouais. C'est toujours... La tête est tout le temps sur la bûche. C'est pas toi qui l'as fait, mais c'est ta faute pareil. Puis là, toi, t'es arrivé avec une style de solution du genre, regarde, écoute, on peut faire ça mieux, mais ça dépend de toi. Ben oui. Puis en acceptant, puis en se prêtant au jeu. Fait qu'il y a eu une collaboration des deux côtés, mais que tu as quand même lancé la balle de son côté. Genre, ben ça te tente-tu qu'on le fasse, tu sais? C'est ça, exactement. Les meetings, là, moi, ce que j'enseigne, ce que je propose à mes clients, c'est de penser que chaque rencontre, si on veut que ça soit une rencontre significative, il y a juste 4 éléments, mais 4 éléments hyper importants. Fait qu'à la fin d'une rencontre, vous pourriez vous faire un petit checklist sur votre carnet de notes. Est-ce que j'ai fait ces 4 affaires-là? Puis les 4 affaires sont hyper simples. Est-ce que j'ai commencé par mon intention? OK. Puis est-ce que j'ai demandé à l'autre c'est quoi son intention? J'utilise le mot intention plutôt que le mot objectif. Parce que l'objectif, ça s'en va du côté corporatif. Ouais. Le mot intention, c'est moi, c'est ce que j'ai envie. OK? Fait que je commence souvent pour dire, si c'est pour être un bon meeting entre toi et moi aujourd'hui, à la fin du meeting, je vais me dire telle affaire. OK? Toi, c'est quoi ton intention? OK. Et là, j'ouvre comme ça. Fait que la première chose pour une discussion significative, c'est l'intention. La deuxième chose, c'est est-ce que l'échange d'informations est bidirectionnel? Est-ce que j'ai partagé, mais est-ce que l'autre a aussi partagé? Parce que si j'ai juste parlé de mon produit pendant 1 heure de temps, je n'ai pas été efficace. Là, Ouais. l'autre n'a pas interagi, fait que ça rentre puis ça sort aussi vite.
Puis souvent, j'entends souvent ça des représentants qui vont me dire, je l'ai dit au client, puis là, on négocie, puis il s'en rappelle plus. Tu l'as dit au client, mais est-ce que le client t'a validé que c'est ça qu'il avait compris? Fait que là, souvent, les représentants me disent, ouais, mais si je peux faire ça tout le temps, ça va être bien plus long. Je dis peut-être, mais ton cycle de vente, au lieu d'être 6 mois, ça va peut-être être 3 mois. Prendre le temps. Prends le temps quand c'est le bon moment. Ouais. Fait que pour revenir à mes discussions significatives, la première chose, donc, c'est l'intention. Ouais. La deuxième chose, c'est le partage bidirectionnel d'informations. La troisième chose, c'est est-ce qu'on établit un sens de direction à la fin de ce meeting-là? Fait que souvent on dit, y a-t-il un next step? Ce qui fait un peu trop formel, mais c'est quoi le sens de direction? Puis, c'est pas nécessairement positif. Ça peut, on a décidé qu'on ne ferait pas affaire ensemble. Ça, c'est un sens de direction. Ou ça peut être, OK, ben regarde, tu m'as demandé le prix, tu m'as demandé qu'est-ce que ça incluait, etc. Je pense que si on explore ensemble, je vais avoir assez d'informations pour te donner cette information-là. Fait que, est-ce que tu es d'accord pour explorer? Oui, fait que le sens de direction, c'est qu'on va explorer ensemble s'il y a un fit. Okay? Ça, c'est le troisième élément. Puis le quatrième élément qu'on a tendance en vente à mettre toujours comme l'élément supérieur, c'est est-ce que cette discussion-là a permis de bâtir ou d'améliorer la relation? Okay? Très souvent en vente, on va se dire, une vente, c'est une question de relation. Fait que je veux en premier établir puis avoir une relation, puis après ça, on parlera de business. Ça va dans certains pays, mais ça va pas si loin que ça. On a tendance à le mettre trop en avant. Okay. Si on est capable, imaginez que si la personne réalise qu'on est là pour l'aider, qu'on est là pour essayer de l'aider à combler des besoins ou des désirs, est-ce que ça, c'est pas la base d'une relation intéressante? Oui, un apport, un gain. Okay. Parce que parler du Canadien, bien, premièrement, c'est décourageant, mais parler du hockey au début, parler des loisirs, parler de tout ça, c'est intéressant, mais ça apporte rien. C'est du soft. Ça crée jamais de la relation. Rendre service à quelqu'un, ça crée une relation. Okay. C'est ce bout-là sur lequel vous devriez consacrer vos efforts. La relation va venir après. Fait qu'il y a une valeur ajoutée direct en partant, tu sais, on met carte sur table, mais c'est une façon basique de le dire, là. Je sais même pas comment le quantifier, mais mettons, on arrive, c'est quoi les intentions de chaque personne? Ben, regarde, moi, aujourd'hui, j'aimerais ça te présenter telle chose, je pense que ça va avoir telle valeur ajoutée. Toi, c'est quoi ton intention? Donc, c'est comme ça que tu le mettrais. Je le mettrais à peu près comme ça. Mais j'utiliserais d'autres terminologies, mais je le mettrais à peu près comme ça, dans le sens où je voudrais te présenter ce que d'autres gens comme toi utilisent, puis surtout te présenter c'est quoi pour ces gens-là l'impact. Est-ce que tu as envie de connaître qu'est-ce que ça pourrait faire peut-être pour toi? Est-ce que ce processus-là à 4 étapes peut venir en aide si le processus de conversation a déjà commencé plus tard dans la conversation ou c'est initial, on doit commencer par ça? C'est toutes les discussions. Okay. Toutes les discussions. C'est ta métrique de savoir, j'ai-tu un bon meeting? Moi, j'ai été vice-président avant pour plusieurs organisations, puis quand les représentants arrivaient, ils disaient « Ah, j'ai un super meeting avec tel client. » Je dis « OK, c'était quoi l'objectif au début de ton meeting? » Ben là, je voulais juste aller parler, montrer qu'est-ce qu'on faisait. OK. Puis l'objectif de ton client, c'était quoi? Ben, je sais pas. Ah, OK. Fait qu'il n'y avait pas d'objectif, vraiment. Fait que c'était une molle. Fait que, OK. Puis là, je dis, de quoi vous avez parlé? Ben, j'ai présenté le produit. Je dis, puis lui, de quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fourni comme information? C'est pas. Ben, c'est moi qui présentais le produit. Ouais. Fait que tu vois, déjà, je disais à mon représentant, t'as pas eu un meeting si extraordinaire. C'est unilatéral. C'était unilatéral. Fait que, est-ce que tu as établi ou tu as bâti une relation? Peut-être pas. Peut-être que le client a été chercher de l'information parce que tu as parlé. Puis il y en a assez. Il y a l'information qu'il avait besoin. On va l'échapper. Essaye de le rattraper. Essaye d'y reparler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de donner plein d'informations à un client puis il ne veut plus jamais vous parler? Ben oui, puis là, parle-moi ça, parce que c'est quoi faut que tu fasses dans ce temps-là, tu sais? Ben, c'est trop tard.
Non, c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. Tu peux toujours récupérer les situations. Oh my God. Mais quand en fait, la meilleure façon de le récupérer, c'est de plus le faire. OK, Ça, c'est déjà ouais. Un. Mais deuxièmement, c'est de dire, regarde, je t'ai donné plein d'informations, mais j'ai oublié de valider qu'est-ce qui est important dans cette information. Qu'est-ce que tu as retenu? Ça, c'est si tu es capable d'y reparler. Parce que souvent, tu n'es pas capable. Normalement, elles sont parties, ouais. Puis c'est la même chose pour quand tu envoies des propositions. Ça, j'ai une anecdote super drôle, puis je l'ai mis dans le livre, là, parce que c'était l'illustration parfaite de mon point sur comment tu vas contrôler un peu le cycle de vente, là. Mais je donnais une série d'ateliers à l'Université Concordia. Puis un des participants me dit, tu sais, à la fin, j'ai toujours une période de questions, genre clinique de vente. Puis il y a un des participants qui me dit, André, il dit, tu peux-tu m'aider? Parce que là, ça fait 4 propositions que j'envoie. Puis aussitôt que j'envoie la proposition, il me parle plus. Il ne retourne plus mes emails, il ne retourne plus mes appels. Il dit, qu'est-ce que je devrais faire? Fait que, instinctivement, j'ai répondu très vite, j'ai dit, arrête d'envoyer des soumissions. Fait que là, tout le monde a rigolé parce que, tu sais, c'est ça le job, tu sais, il faut que tu envoies, tu sais, il faut que tu présentes des soumissions. Fait que là, j'ai expliqué que la meilleure pratique, c'est toujours, le client veut savoir, dans sa gestion de risque, c'est important qu'il sache, est-ce que le prix est plus haut que le bénéfice ou non? Fait que c'est important qu'il y ait le prix, là. Fait que l'important, la meilleure pratique, c'est de dire au client, j'ai préparé un brouillon de ma proposition. J'aimerais ça avoir 10 minutes de ton temps pour qu'on la revise ensemble. Juste voir si j'ai bien compris ou si je me suis... Cerner l'intérêt. Okay? Et ça te permet de dire, regarde, voici le sommaire exécutif, ça, c'est ce qui arrive dans ton industrie. Ça, je suis correct. Voici ce que tu m'as dit qu'il y avait comme problématique et les impacts de ces problématiques-là. J'ai-tu bien noté? Y a-tu d'autres choses? Y a-tu des choses que je devrais enlever? Non, c'est correct. Et là, tu continues. Pour régler ces problématiques-là, ce qu'on avait discuté, c'est la solution que je te propose à haut niveau. Tu vas trouver le détail des produits, de tout ça en annexe. Puis après ça, ça va être comment on va déployer ça ensemble, puis ça va être quoi le mécanisme pour l'intégrer chez vous. Puis finalement, c'est quoi le budget, c'est quoi l'investissement. Puis bien souvent, c'est la première fois que le client voit ça coûte combien exactement. Fait que là, le client va dire « Oh, c'est beaucoup d'argent » ou c'est « Oui, ou s'il dit rien, c'est-tu à ça que tu t'attendais? » Puis là, tu as déjà le début d'une négociation. Et après ça, tu vas, ça, c'est l'acceptation, ça, les conditions, l'acceptation, tout ça. Fait que c'est comme ça. Et là, tu dis, si la personne te dit, tu vas-tu me l'envoyer? Puis tu dis, est-ce que je vais faire les petits changements qu'on a discutés, puis je vais te l'envoyer. C'est-tu la bonne personne qui va la signer? Ça, c'est déjà un truc intéressant à dire. C'est qui va signer ma proposition? Okay. Déjà, tu sais... Le niveau d'autorité qui va accepter. C'est ça. Wow. Et là, tu envoies... Fait que là, si tu fais ça, tu dis, OK, alors je suis prête, je vais faire les petits changements, je suis prête à te l'envoyer. Et là, tu poses la question, lorsque tu vas l'avoir reçu, qu'est-ce qui va arriver avec la proposition? Parce que si tu l'envoies sans poser cette question-là, c'est comme mettre une lettre à la poste présentement. Il y a une grève à Poste Canada présentement. Ouais. C'est comme mettre une lettre à la poste, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ta lettre. Ben oui, c'est ça. Fait que là, si tu sais qu'est-ce qui va arriver, puis un scénario type, là, c'est, je vais présenter la proposition à mon patron, après ça, il va aller au board de direction, ils vont évaluer ça, puis après ça, ça va revenir à mon patron qui va soit avoir d'autres questions ou il va la signer. Fait que là, OK, sais-tu que le board se rencontre quand? Tu vas poser la question, parce que là, tu sais que décortiquer, ouais. Fait que là, tu dis, le board se rencontre juste une fois par mois à la fin du mois. Fait que imagine que tu n'as pas rien fait de ça. Tu as envoyé la soumission, et là, le client l'a reçu, il va faire ce qu'il a à faire avec la soumission, ta proposition plutôt, puis là, le board il est à la fin du mois. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles le client. T'as-tu reçu ma soumission? Il ne te rappelle pas. Tu envoies un email. T'as-tu des questions sur ma soumission? Il ne te rappelle pas. Pourquoi il ne te rappelle pas? Parce qu'il est occupé, puis il sait qu'il faut que ça passe au board à la fin du mois. Il n'y a rien à te dire. Mais toi, tu stresses.
Tu stresses hard. Tu stresses. Ouais. Parce que là, tu te dis, ah ben là, c'est ça. Là, il était avec un compétiteur. Ah, j'étais trop cher. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ces temps-ci? Ben, tu fais rien parce que là, tu sais que ça s'en va au board. Fait que si tu envoies ta proposition puis tu sais rien, ben, stress. C'est de ta faute. Je trouve ça drôle parce que c'est situationnel. J'ai justement envoyé une affaire, une proposition, tu sais. Ouais. Puis là, je regarde mes messages textes. J'ai écrit au gars, j'ai dit, garde, j'ai envoyé une proposition. J'ai dit, bon, j'espère que tu as passé un bon voyage. Je revenais de voyage. Comme promis, cette semaine, on va te présenter la proposition. Il me dit, ben si tu veux, excuse-moi. Il dit, si tu veux, il dit, gars, j'ai un peu de la misère avec mon air sciatique, envoie-moi là. Ouais, parfait. Tu dis, oui, ben je vais te l'envoyer, mais avant, pourrais-tu avoir 10 minutes juste? On va juste reviser mon brouillon, voir si tout est correct. Quand tu vois, je l'ai pas fait. Je l'ai envoyé. Ouais. Tu sais, puis là, aujourd'hui, c'est vendredi. Ça fait 2 semaines. Je l'ai texté vendredi passé. Salut, ça va, je voulais juste faire un suivi, tatata, pas de réponse. Ouais. Ben là, fait que là, je suis fait. T'es pas fait. Pas fait. C'est quoi je fais? En fait, t'as un indice que t'as pas pris peut-être le moyen idéal. C'est quoi j'aurais dû faire? Ben, ce que je t'ai dit. Fait que là, prendre 10 minutes, Prendre 10 minutes, on va juste la réviser. Puis avant de te l'envoyer, qu'est-ce qui va arriver avec la proposition? Je comprends. Puis, tu sais, les gens vont faire souvent des propositions que je juge inadéquates, dans le sens où ils vont juste proposer leur service, la solution, le prix, puis les conditions. S'il n'y a pas un sommaire exécutif, puis il n'y a pas une description des problématiques que ça règle, qu'est-ce qui arrive quand un gestionnaire, un exécutif regarde une proposition? Juste un prix. Oui, en fait, c'est toujours la même chose. Puis quand j'étais exécutif, je faisais la même chose. C'est que tu reçois une proposition, tu t'en vas au tableau du prix. OK? Puis là, tu dis, c'est bien de l'argent. Pourquoi? Puis là, tu reviens en arrière. Il l'a pas. Puis là, tu regardes, ça sert à quoi, ça? Mais si tu n'as pas mis ça sert à quoi, régler quel problème, puis c'est quoi les bénéfices, puis les impacts, c'est juste bien de l'argent. Ouais. Fait qu'il va demander à la personne qui est ton interlocuteur, pourquoi ça? Pourquoi 304 000 $ pour ça? Ben, parce que, tu sais, on avait besoin de telle affaire, puis... Fait que la personne qui est ton interlocuteur va devenir ton pas bon vendeur. Ouais, c'est ça, puis ça va être tout croche, puis ça va pas être regarde, je vais changer des affaires parce que... Ben oui, c'est... Puis c'est pas... puis en fait, je vais juste finir avec l'histoire de l'anecdote. Ouais. Parce que on a eu un autre... j'ai eu un avec Pascal, pas avec Pascal, mais avec le client en question. Ouais. Qui avait demandé, qu'est-ce que je fais? J'ai envoyé 4 propositions, puis j'ai pas de réponse. Ça, ouais. Fait qu'il dit, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, j'ai envoyé 3 propositions avec ta méthode, puis je t'annonce qu'on a fait 420 000 $ de revenus. Ouais, c'est ça. C'est 300%. Fait que c'est un changement radical. Puis ça coûte rien. Tu sais, le 10 minutes d'investissement que tu vas prendre, puis 15 minutes pour revoir le brouillon, écoute, c'est combien de jours, de semaines, de mois de stress? Ouais, ben oui. Fait que c'est fou. Fait que ça, c'est Puis la quantité aussi de démarchage, puis de prospection, puis de marketing, puis tout. Puis, tu sais, là, tu peux pitcher 10 lignes à l'eau, mais là, t'es pitch tout croche, t'as mal mis ton hameçon, boum, là, tu pognes de quoi? Fuck, la ligne à pète. Mais il y a tellement... Puis il y a tellement d'inefficacité dans des processus de vente, dans des corporations, que c'est littéralement hallucinant. Puis du temps perdu parce que tu n'as pas fait l'action la plus profitable. Fait que si on veut résumer, en gros, les coachings que je fais ou l'accompagnement pour des entreprises en croissance, c'est que je regarde ça, puis je questionne ça. Tu sais, on parle d'acquisition de clients souvent. Ouais. Tu dis, bon, ben regarde, il y a toutes sortes de machines fabuleuses aujourd'hui. Il y a quelques années, on parlait d'email marketing. Aujourd'hui, on parle plus de SEO, travailler à travers les réseaux sociaux. Il y a de la prospection par intelligence artificielle.
qui va être des vagues qui est une grande mode. Mais si on regarde comme il faut ce que ça produit, c'est que ça nous permet d'aller chercher plein de leads. On lance plein de perches. Ouais. Puis on va avoir plein de retours. Puis on va avoir à s'occuper de tout ce retour-là. Ouais. Fait que moi, souvent, ce que je dis, c'est que oui, tu peux faire ces machines à saucisses-là fabuleuses, puis avoir plein de retours. Mais combien de clients tu as besoin d'avoir à la fin de l'année? Ouais. Patrick, combien de clients tu as besoin d'avoir? Honnêtement, un bon, là. Un bon. 2, 3. Mais t'imagines-tu si tu as 100 leads par mois? Puis t'en closes pas. Le temps que tu perds. Fait que moi, je compare ça à un truc, c'est imaginez que vous êtes un manufacturier et vous manufacturez 1000 gizmos par jour. Mais il y en a 2 qui marchent. Ouais, c'est ça. Il y en a juste 2 qui marchent. Mais, regarde, il faut en manufacturer comme ça, on en a des bons. Ben pourquoi on a la même idée que le lead? C'est la même idée. On va en faire 1000, puis on va en avoir 2 bons. Pourquoi tu ne dis pas, ben je vais préparer, je vais regarder, je vais analyser, je vais aller rechercher. Puis au lieu de faire des cold calls, au lieu de faire des tonnes et des tonnes d'emails, je vais aller générer une conversation significative. Fait que toi, tu irais faire un porte-à-porte direct, puis... Pas nécessairement un porte-à-porte, mais j'appelle plus ça un cold call. J'appelle ça un call préparé. OK. Tu regardes un peu l'entreprise, qui est en arrière. Tu regardes la personne. Ouais. Tu cherches la bonne personne qui pourrait être impactée par les problèmes que tu peux régler. Ouais. Et ça demande un peu plus de recherche, mais tu as tellement un résultat plus rapide. Une meilleure efficacité. Fait que ça, c'est tu sais, je travaille présentement, j'ai un mandat avec un client, puis c'est, tu sais, je le coach, puis je le guide. C'est des opportunités de 150 à 350 millions de dollars. J'ai pas besoin de te dire qu'il n'y a pas besoin d'en signer 22 par semaine. Ouais. Okay? C'est bon. On ne pourra pas en faire 22 par semaine, là, parce qu'il faut qu'ils bâtissent de l'infrastructure, tout ça. C'est monsieur que je rencontre dans le 5 décembre, je pense, celle-là. Non, c'est pas celui-là. Ah non, OK. C'est pas celui-là. Mais lui a besoin d'avoir 2 ou 3 clients vraiment, par année, là, et sa business va avoir une croissance phénoménale. Ouais. Fait que combien de temps vous pensez qu'on passe sur la recherche de la bonne personne, le bon message, puis la bonne psychologie à utiliser dans ces messages-là pour avoir de l'impact? Ben, c'est juste que peut-être que... Puis je me sens guilty, là. Mais c'est parce qu'on veut qu'on avance, puis là, on est comment? On lance pas assez de perches, puis... Puis je l'ai vécu, puis c'est ça que quand la première fois qu'on a discuté, tu me dis, bon, ben là, tu pitches plein de perches, tu fais plein d'affaires, tout ça, mais il dit combien exactement t'en closes de toutes ces affaires-là? Ben, ça arrive une fois de temps en temps, tu vois, mais si, mettons, tu mettais moins d'énergie là-dedans, puis tu ciblerais plus, moi, ça m'a transpercé. À cette heure, j'ai complètement changé ma façon de procéder. Je regarde plus, là, quand, mettons, j'appelle une compagnie, je m'assure de savoir c'est qui est en arrière, ça vient d'où, mettons, des familles intergénérationnelles, t'as le nom du père, le nom de la grand-mère, tout ça, hey, belle lignée, tout ça, au début, on commençait à faire tel type de produit, ça démontre déjà un travail de recherche, puis je te dirais que ma réception à mon message est 10 fois plus positive. OK. Puis c'est une étape fabuleuse que tu as pris, de dire, je vais essayer d'avoir plus de contexte. Puis ce contexte-là, il est super utile parce que justement, tu es bien plus pertinent. Ouais. Maintenant, une petite touche pour améliorer, c'est regarde les individus à qui tu veux parler. Tu sais, quand j'ai commencé à vendre, là, déjà c'était presque... on avait passé, là, mais la vente par téléphone, ça commençait. T'imagines? Là, Télémarketing. Télémarketing, c'était le truc du futur. Fait que vous imaginez qu'on était loin. Mais aujourd'hui, on a LinkedIn, on a Facebook, on a Pinterest, on a X, on a plein de choses où je vais aller voir, moi, Patrick, qui est où, il fait quoi, il se tient où, LinkedIn, il a été où, il a étudié où, les relations communes. Il a travaillé dans quelle compagnie, quel genre de relation qu'il a, quel genre d'entreprise il suit. Ouais. Et ça me donne pas d'informations. Ça me donne des pistes du genre de personne qu'il est. Ouais. Et ça, quand on sait ça, on en sait déjà beaucoup plus. C'est un power play. Non. Ben oui.
sais, fait que ça, c'est les premières choses à se préparer. Ah oui. Fait qu'on a le contexte de l'entreprise, on a après ça le contexte de l'individu, puis là, après ça, il nous reste à valider. Ouais, mais c'est quoi que tu essaies de faire, Patrick? C'est pourquoi c'est important que toi, tu investisses. OK? Je vais te dire que la plupart des clients à qui moi je parle, qui investissent, dans le fond, c'est pour telle raison, parce qu'ils sentent que ça va avoir un impact sur les générations futures. Toi, de ton côté, est-ce que c'est le genre d'affaires auquel tu réfléchis? Ouais. S'il dit oui, tu as un client C'est fait. engagé, là. Ouais. Entre ça et être intéressé, curieux, là, il devient engagé. C'est ça qui est important. Penses-tu que les gens, par peur du non, posent pas la question dès le début? Oui, mais ça en vente, une des habiletés, c'est le courage. Il faut que tu sois courageux. OK. Tu sais, puis en fait, c'est un mélange. C'est pas du courage seul. C'est un mélange entre la bienveillance puis le courage. Ouais. Le courage sans bienveillance, c'est tu vas essayer n'importe quoi parce que tu es capable. Ouais. Okay? Mais si tu le fais avec bienveillance, la bienveillance, c'est que tu veux faire ce qui est bien pour l'autre personne. Je te donne un exemple bien ridicule, mais vraiment. Véridique, ouais. Tu rencontres un exécutif dans son bureau. Puis là, tu as la discussion, puis tu te rends compte qu'il y a du brocoli entre les dents. Tu dis, là? J'ai dit, 100%. ça prend du courage, hein? Ben non. Il va dire merci. Oui, mais ça prend du courage. La plupart des gens n'ont pas ce courage-là. Ah, ben c'est sûr que j'ai dit. Toi, c'est sûr que tu le dis parce que tu es courageux. Puis tu le dis parce que c'est la bonne affaire pour lui. Ben oui. Bon, ben, encore là, tu vois, c'est un apprentissage que tu as des habiletés naturelles importantes. Mais pense au rep qui n'a jamais été formé, qui n'a pas l'expérience, Il dit pas. puis qui est gêné, Ouais. puis qui est mal à l'aise dans son rôle, puis il se sent pas adéquat, puis il va pas y dire. Ouais. Imagine maintenant cet exécutif-là qui s'en va à un board meeting après, puis il y a quelqu'un qui dit, va dire, ce rep-là de schnout, il aurait pu me le dire, j'étais en meeting avec lui avant. Ouais. C'est quoi tes chances que tu vas y reparler à cette personne-là? Ouais. Ils sont nuls. Ben là, c'est ça. Fait que Le la rouge à bienveillance, lèvres, les femmes, bienveillance ouais. puis le courage, tu sais, t'as du rouge à lèvres sur le col de ta chemise, Ouais. ça pourrait aller loin. Là, sur la- Comme Ah, je dans parle ce des femmes avec le rouge à lèvres, là, tu sais, des fois dans les sur les dents. dents, ouais. Ça, je le dis tout le temps. D'accord, Ouais. ça c'est mieux. Mais effectivement, c'est une des habiletés, une des compétences à développer. Là. Ouais. Si tu ne l'as pas, là, réalise que le développer, ça va t'aider. Non, mais ça, c'est qu'on on touche à plein de points importants, puis je trouve ça tellement important, mais pour moi, c'est un acquis de base, OK? Mais je me rends compte que mon acquis de base, c'est pas nécessairement l'acquis de base d'une autre personne, tu sais. Pour moi, c'est inné. Si je vois quelqu'un qui a quelque chose d'un dent, c'est sûr, j'ai dit, OK? Ouais. Je vois quelqu'un que, je sais pas, il y a quelque chose qui traîne en terre, qui a échappé son portefeuille. C'est sûr, je vais dire, t'as échappé ton portefeuille. Ou genre, je sais pas, t'as quelque chose de pogné après le pied, un papier de toilette en sortant de la toilette, c'est ça que je le dis. Mais pas tout le monde. Pour moi, c'est la base, mais pour ma base est pas la même pour tout le monde. Exactement. Ouais. Tu sais, puis avec ça vient d'autres compétences, d'autres qualités comme la transparence. Ouais. Tu sais, ça te donne quoi cacher à quelqu'un? Tu sais, un des trucs, tu sais, je suis vraiment beaucoup impliqué avec plein d'accélérateurs. Zoo, j'ai vu. Zoo, Actech, récemment, là, j'ai été nommé coach pour les entreprises innovantes en agriculture. Il y a une super cohorte qui vient de commencer avec des jeunes brillants. Les gens brillants, c'est incroyable. En tout cas, fait que je vais être là pour les coacher. Mais l'idée, c'est... ils ont des compétences à développer. Ils ont des... Tu sais, ils viennent pas tout égal. Ouais. Fait que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Non, ce qu'on parlait, c'était comme, tu sais, l'intelligence émotionnelle des gens. Tu sais, dire aux gens, bon, t'as quelque chose d'un dent pour... une question de base, tu sais, de respect, etc. Puis ben, c'est là qu'on a dérivé, avec l'incubateur. Puis d'ailleurs, je voulais en parler de Zoo. Je suis moins impliqué avec Zoo depuis un petit bout de temps, mais j'ai été leur expert vente en résidence pendant toute la COVID, en fait. Ah ouais? Ouais. Puis qu'est-ce que tu as vu?
Des innovations, etc. Zoo, il y avait une compagnie qui était géniale, qui s'appelait Dance Bloom, qui aidait les... Je sais c'est qui. Tu sais c'est qui, tu le ouais. connais? Avec Dance Bloom, puis là, ils vont sortir, ils ont l'application mobile qui est sortie, ils sortent une autre application. Mais aider les gens à être mieux dans leur corps à travers la danse, tout ça, génial. Il y avait, je me rappelle plus le nom, merde, Guillaume qui avait... qui rendait l'art accessible. Fait qu'il prêtait des œuvres d'art dans des endroits, puis avec des QR codes, tu pouvais les acheter, tu pouvais... En tout cas, il y avait une plateforme d'échange d'art, puis sur le web, etc., vraiment intéressante. Fait qu'il y a plein d'innovations, c'est rafraîchissant un peu, hein? Ben, en fait, il y a deux côtés à ce médaille-là. Les rêveurs, puis... Non, en fait, l'innovation, puis je dis souvent dans des cocktails, tout ça, je dis souvent, j'ai visité le cimetière des innovations, puis il est énorme. Une innovation qui n'est pas utilisée, qui n'est pas vendue, c'est triste. Ouais. C'était une bonne idée. Mais si la bonne idée ne réglait pas de problème, pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Ou si tu ne sais pas la vendre, il n'y a pas de valeur. L'exécution, tu sais. L'exécution, tout ça est super importante. Fait que oui, l'innovation, puis il y en a des innovations, il y en a, tu sais, j'en ai vu des tonnes et des tonnes, puis, tu sais, je t'ai parlé d'un client qui moi, m'avait jeté à terre, là, quand j'avais vu son prototype à l'époque, puis aujourd'hui, tu sais, il est en Chine, il est en France, il est aux États-Unis, tu sais, c'est fabuleux ce qu'ils font. Ouais. Mais encore là, quand t'as pas de processus de vente, puis tu sais pas comment la commercialiser, ça va rester une bonne idée. Ouais. C'est dur, pas juste au Québec, mais particulièrement au Québec, d'être entrepreneur, parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle la vallée de la mort. Je sais pas si tu connais. Non. Explique. C'est le phénomène de la vallée de la mort, c'est quand tu commences avec une bonne idée, ouais. Tu as souvent des subventions, tu as souvent de l'aide, tu es dans un accélérateur, les choses vont assez bien, puis là, tu bâtis ton produit viable au minimum, puis là tu essaies d'avoir, tu as peut-être de l'argent des amis, de la famille, tout ça, puis là, tu survis, puis à un moment donné, tu tombes dans la vallée de la mort. Est-ce qu'il n'y a pas de vente? La vallée de la mort, c'est t'as pas assez de ventes pour aller intéresser des financiers. Tu as un bon plan, puis la vallée de la mort est particulièrement dure au Québec parce que les investisseurs sont très, très frileux. Ils sont pas très forts envers le risque. Puis, fait que ce qui arrive, fait que les gens vivoient là-dedans, puis essaient de se garder la tête hors de l'eau, puis le mur de « Ah, ben si j'ai pas tant de revenus par telle date, on est obligé de fermer ou laisser des... » Tu sais? Et ça, c'est vraiment littéralement la vallée de la mort parce qu'il y a 8, peu importe les chiffres, là, entre 7 et 9 entreprises sur 10 qui ne survivent pas, qui ne passent pas la vallée de la mort. C'est peut-être même plus. Ben, il y a beaucoup d'entreprises qui vont rester dans la vallée de la mort tout le temps. Ou ils vont être profitables, mais borderline, ils n'auront pas cette croissance-là qui va leur permettre d'aller chercher du financement, puis d'accélérer, puis le financement est peut-être pas absolument toujours nécessaire, mais souvent pour avoir cette croissance-là. Puis après ça, augmenter la valeur de leur organisation. Fait que la vallée de la mort, c'est un sujet pour les jeunes entrepreneurs ou les entreprises en démarrage. C'est un sujet de tous les instants. Là. Ouais. Puis, tu trouves-tu qu'on donne peut-être des subventions trop vite? T'as été quand même là-dedans, t'en as vu, là, tu sais. En fait, il y a une... je dirais pas trop vite. Je dirais peut-être pas assez efficacement. OK. Dans le sens où, des fois, c'est une bonne idée, mais l'investisseur va pas aller creuser si... Est-ce que ça répond vraiment à des problématiques de vrais clients? Ouais. Est-ce que l'impact de ça, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est déployable? Est-ce qu'il y a un assez bon marché? Je trouve que les financiers vont pas assez là. Ouais. Ils vont aller voir
certains ratios, ils vont aller voir, puis ils vont surtout se dire, ben regarde, moi, j'étire mon risque sur 10 entreprises. Je sais qu'il y en a 7-8 qui vont fermer. Fait que, regarde, un coup d'épée dans l'eau, puis... Fait que, moi, je pense que si les financiers étaient un peu plus... aguets. Aux aguets de est-ce qu'ils ont les moyens d'aller vendre cette technologie-là, puis challenger ce bout-là, puis aussi financer pour qu'ils aillent bâtir ces machines de revenus-là. Tu sais, c'est bien beau financer de la recherche et développement, mais j'ai vu plein d'innovations où le produit en faisait beaucoup trop que ce que le marché demandait. Parce qu'il y avait des fonctions vraiment très, très cool. Oui, mais très, très cool. Arrête de développer des fonctions très, très cool. Va donner de la valeur au client tout de suite, puis tu vas donner de la valeur incrémentale avec le temps. Mais va aider tes clients. Donc, tes concepts, pour de vrai, depuis le début, sont très similaires. En fait, c'est la même chose. C'est encore la même affaire de... Là, c'est plus traiter la personne comme lui-même, mais c'est traiter l'idée avec respect, oui. Puis faire le tour du jardin avec pour la développer. Au lieu de lancer 10 lignes à l'eau, puis espérer qu'il y en ait une là-dedans à un certain moment donné qui fasse de quoi. Donc, on devrait peut-être moins subventionner plein de projets en même temps, puis focuser plus sur un. Ou moins de projets. Tu vois, il y a Québec Technologie, Québec Tech, qui a un peu ces visées-là. De dire, on va aider plus des entreprises avec du potentiel de croissance à l'exportation. ADC, ouais. Que n'importe qui. Ouais. Juste pour... Mais c'est important. Le financement, il est critique. OK? Fait que je dirais pas qu'on en donne trop, on en donne... Mais souvent, tu as sans doute entendu l'expression, la culture, c'est comme du beurre de pinot. Quand t'en as pas gros, tu l'étends. Ah ouais, c'est ça. Les investissements, souvent, sont comme ça. On sécurise ça. Il y en a pas gros, mais on l'étend tellement qu'à un moment donné, sur ta toast, ça goûte plus. Là. Ouais. Fait qu'il faudrait peut-être être un petit peu plus ciblé. Ouais. Puis d'aider des organismes qui vraiment aident plus à la commercialisation. Ouais. Mais tu sais, je veux pas être trop critique là-dessus, parce que l'intention de tout le monde, c'est d'aider, de créer des moteurs d'innovation, etc. Mais tu sais, il y aurait à réviser ça avec une intention vraiment plus grande de rendre le Québec plus efficace. Tu sais, quand je parle d'efficacité, là, dans un cycle de vente, ça veut pas juste dire vendre plus. Ça veut juste dire vendre mieux aussi. Tu sais, vendre plus rapidement avec des meilleures marges en s'assurant que la satisfaction du client est au top. Puis ça, c'est un autre des mythes de la vente puis de la commercialisation. La satisfaction clientèle, là, ça commence pas quand le client a le produit puis il se plaint parce que ça marche pas. Là. La satisfaction clientèle, elle commence à la première rencontre avec le vendeur. La base, oui. La relation. Si les premières rencontres, ou si les rencontres durant le cycle de développement de l'opportunité sont bien faites, la satisfaction clientèle est là. Tu sais, c'est pour ça que bien souvent, quand finalement tu arrives à une entente avec le client, si le processus a bien été, tu peux demander une référence tout de suite. Ou des références tout de suite. C'est propice. C'est propice. Mais si tu les as traités comme de la chenoute, puis tu attends qu'ils soient contents du service, tu te rendras pas là. Ça, c'est fou ce que tu dis, parce qu'il y a comme un clash total. Moi, j'ai travaillé 7 ans dans les institutions financières, puis ils sont tout le temps comme « Appelez vos clients pour demander comment ils ont trouvé le service ». Mais on peut pas, tu peux pas positionner pas ça un jeudi après-midi quand tu n'as rien fait pour le client pendant des mois, tu sais. C'est après avoir rendu quelque chose... Puis là, ils sont comme, les sondages sont sortis, c'est pas trop fort parce que vous appelez pas vos clients. Mais ça n'a pas rapport d'appeler le client, c'était juste bien servi, tu sais. Ça a été un clash pendant longtemps. Puis aussi, la façon de récolter les samples pour prendre les services. Le client se fait toujours poser dans les institutions financières que j'ai travaillé, en tout cas jusqu'à temps que j'aille travailler là-dedans, il se faisait toujours poser la question à la fin, est-ce que vous recommandiez telle banque en général?
Mais des fois, c'est parce que le client, il est allé au service à la clientèle de Visa ou Mastercard, il est allé en succursale, là, il a fait affaire avec toi, il est allé dans l'autre département, puis là, mettons qu'il y a un département dans tous ces départements-là qui a mal fait, ben là, tout le monde impacte. Ben ouais. Tu sais, c'est comme, mais comment tu fais pour contrôler ça avec une organisation qui est aussi grosse, tu sais, 80 000 employés, mettons, tu sais. Puis je reviens à ce qu'on a dit au début, c'est l'individu. Ouais. Tu sais, si chacun des individus est mesuré, mais tu sais, dans les institutions financières puis dans bien des organisations, on veut éviter de dire, ben ces personnes-là sont très, très bonnes. Ouais. Parce que les autres vont se dire, est-ce que moi je suis inadéquat? Est-ce que je suis incompétent? Oui. Tu as besoin d'être formé. Tu as besoin de voir ces gens-là comme des exemples. Ouais. Pas juste comme, c'est juste eux autres. Mais on n'a plus tendance à faire ça. On met des gants blancs par-dessus des gants blancs, par-dessus des gants blancs. Puis Si tu regardes à l'indice de succès d'une classe dans une école, ça te donne quoi? Ouais. Ça te donne quoi? Est-ce que ça dit que le professeur il est super bon? Peut-être, peut-être pas. Mais si on retournait aux notes, puis t'en as 6 qui ont des 100% tout le temps, alors que la moyenne des 100%, c'est peut-être d'en avoir 2 par classe. Il y a peut-être quelqu'un qui fait une bonne job. Ouais. Tu sais, il y a l'individu là-dedans. Ouais. Fait que, bref. Mais... Tout est segmenté toujours par rapport à l'individu puis au service rendu. Puis par rapport à ça, tu sais, là, on a parlé un peu de ton passé, comment ça t'a apporté tout ça, un peu des expériences vécues récemment, peu importe. Mais, tu sais, pour la suite des choses, pour toi, tu sais, évidemment, le coaching, tu vas continuer à en faire, mais pour la suite des choses, où tu vois ta carrière avancer, est-ce qu'il y a comme une technologie ou une approche que tu aimerais appliquer pour la suite des choses, où tu vois ton futur un peu, tu sais? Ben, c'est sûr qu'il y a plein de projets, OK? Puis quand je dis des projets, moi, c'est toujours des projets en marche, là. Fait que tu vois, une des choses que je réalise, c'est que c'est très difficile de coacher. Je peux pas coacher 100 entreprises par année, OK? Mais j'aimerais aider tout le monde qui me demande, mais je peux malheureusement pas. Fait que, un des leviers que j'ai trouvé, puis j'ai bâti un programme que j'ai livré conjointement avec un organisme qui s'appelle le CEIM. Je l'ai créé l'année dernière, puis là, cette année, on est à la 2e version. Puis le programme de l'année dernière était orienté beaucoup sur comment on coach un leader d'entreprise à être un meilleur leader d'entreprise. Puis, ce que je me suis rendu compte, puis ce que les sessions de l'année précédente m'ont appris, c'est que les gens vont être des leaders d'entreprise comme ils sont. On est capable de les impacter. Du leadership, ça s'apprend. Mais ce qui est important, c'est que l'entreprise elle a une croissance. Puis, on a trouvé que les entrepreneurs n'étaient pas équipés pour la croissance. Okay. Fait que ce que j'ai décidé de bâtir, c'est un genre de masterclass où il va y avoir 6 événements, un événement par mois, puis entrecoupé de coaching personnalisé. Mais les événements, ça va être fait pour vraiment comment tu bâtis ton plan de vente, comment tu bâtis ton plan de commercialisation, tes objectifs, etc. Après ça, on va passer à comment tu vas bâtir ta machine de génération de revenus. Du développement d'affaires à la gestion de clients, à bâtir ton cycle de vente. Après ça, on va regarder comment tu vas gérer l'opération vente pour soit l'améliorer, soit la bâtir pour qu'elle soit le plus efficace possible. Après ça, un des autres leviers de croissance, c'est les partenariats puis le marketing. On va regarder comment générer des partenariats, comment les créer, comment les rendre efficaces, les onboarder, puis les gérer à long terme pour multiplier l'efficacité en fonction des différents niveaux de maturité partenaire. Après ça, on va rentrer dans plus des aspects, encore une fois, d'opération, CRM, les KPI, ce genre de trucs-là. Puis finalement, on va parler de la gestion de talent en vente. Comment t'embauches, comment tu trouves les bonnes personnes qui vont faire ce que tu as besoin pour ta croissance, comment tu les intègres, comment tu les gères, comment tu trouves le plan de compensation, leur objectif, etc. Fait que ça, c'est vraiment le focus de ces 6 sessions-là, vraiment, c'est de dire, là, je me bâtis
une machine de croissance. Fait que là, je peux, en faisant ça, j'ai 10-12 entrepreneurs qui vont apprendre ensemble, que je vais coacher entre les sessions de façon individuelle, puis qui vont rester connectés. Parce que la session précédente nous a appris que les entrepreneurs, une fois qu'ils étaient connectés, ben ils restaient connectés, ils s'aidaient. Fait que ça c'est produit. Passer une petite communauté par rapport à ça. Mais tu sais, tu as parlé de plein d'affaires, là, plusieurs aspects. Chaque affaire est d'un masterclass en soi. Là. Ouais, ben Tu décortiques vite, mais c'est des sujets extrêmement lourds. Je pense pas qu'avec 6 sessions de 6 jours, mettons, là, je sais pas comment tu as réparti ça, là, mais c'est... En fait, il y a beaucoup d'outils. Ouais. En fait, avec les années, j'ai bâti beaucoup d'outils, de modèles. Puis, tu as raison que c'est pas avec ces 6 journées-là. Non. Mais c'est les outils qui vont faire que pour la croissance, pour l'année qui vient, puis les 2-3 années suivantes, puis peut-être encore 5 ans après, ils vont pouvoir continuer à utiliser ces outils-là pour leur croissance. Fait que ça en soi, c'est sûr que... Mais malgré que la cohorte précédente tous les membres ont déjà connu des grandes croissances, mais c'est vraiment outillé. Puis ça, outillé, tu sais, si tu achètes tous les outils pour bâtir une table, mais quand ça peut te prendre une demi-heure à acheter tous les outils, mais acheter les bons, ça va peut-être être plus long, mais bâtir la table, ça va peut-être être encore plus long. Mais c'est là, tu sais, comme tu donnes le kit, tu donnes les outils. Est-ce que tu fais le suivi? J'attends l'accompagnement pour mettre en place les outils. Parce que c'est juste la gestion du CRM, c'est quel que je prends, comment que je fais, qui que je fais customement, combien ça devrait me coûter, qui devrait avoir accès à ça. Il y a tellement d'affaires, OK? Puis, tu sais, aussi, là, le côté le plus important d'une entreprise, c'est qui j'engage. Ben oui. Surtout au début, tu sais, parce que tu engages une mauvaise personne au début, là, ça peut coûter ta business, là. Ben oui. Une de mes phrases préférées en gestion de talent-vente, c'est « Engager un bon vendeur, ça coûte cher. Engager un pas bon, ça coûte bien plus cher. » Mais c'est ça aussi. Mais tu sais, tu peux... tu sais, je peux pas... Tu sais, avec l'expérience, une des choses que je faisais auparavant, il y a 6 ans, j'ai changé un peu la portée puis la façon dont j'amenais mon expérience. C'est que j'étais utilisé souvent comme vice-président intérimaire pour remonter, rebâtir une organisation vente, la rendre plus efficace, plus profitable, etc., puis entamer des croissances. Ça, je trouvais que c'était très demandant parce que c'était un client pendant 1 an, par exemple. OK? Fait que j'ai décidé de changer le modèle. C'est là que je suis devenu orchestrateur de résultats plutôt qu'être opérateur de force de vente. Et dans les 6 dernières années, j'ai eu probablement 70-75 clients payants que j'ai accompagnés dans 26 industries différentes. Puis des 70 clients payants, je te dirais que j'ai accompagné bénévolement à travers les organismes là, avec lesquels je coopère, peut-être un autre 50-70. Okay. Tu sais, tu peux voir que c'est énormément de clients. Ouais. Fait que ça veut dire automatiquement que c'est pas énormément de temps. Ouais. Mais je m'assure des outils très rapidement avec des modèles puis des apprentissages. Fait que ça compense parce que tu sais, souvent, quand on pense à un consultant de vente, on se dit « Ah, ben il va être là pendant 1 an, je vais le payer pendant 1 an. » Moi, j'essaie d'éviter ça. J'essaie de dire « Moi, je vais te donner tout ce qu'il te faut, puis je vais t'accompagner pour que tu mettes la croissance en marche. Ouais. » Puis à la fin, quand ta croissance va être en marche, ben c'est pas grâce à moi, c'est grâce à ton travail. Moi, j'ai juste contribué à t'outiller puis t'aider. Donner les ingrédients pour la recette. Puis on a fait le premier gâteau ensemble. Ouais, ben c'est ça. Puis là, peut-être on va ouvrir une shop éventuellement. Écoute, j'avais peut-être un dernier segue que je voulais faire parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup. Mais tu sais, évidemment, les expériences de vie, le travail, la psychologie derrière, d'où tu viens, etc. Je voulais parler un petit peu de ton livre. Premièrement, quand on lit les premières lignes de ton livre, on voit que c'est un hommage, un remerciement de la vie, on dirait, de tout le monde alentour de toi. C'est comme une amalgamation de ta vie, tes expériences, les gens qui ont eu des impacts dans ta vie. C'est un remerciement, oui.
Puis là, à un moment donné, tu commences à parler des expériences. Tu mets aussi des citations, même de d'autres cultures. Ouais. Parle-nous un peu de ton livre. Pourquoi tout ce mélange d'affaires-là? Ben parce que c'est mon expérience de vie. Ouais. Puis, ce qu'il faut comprendre, la raison pour laquelle j'ai fait le livre, c'est que pendant des années, j'ai donné des ateliers, des conférences, puis à la fin des ateliers, les gens me disaient « Ah, ben, est-ce que tu as écrit un livre? Ça serait intéressant de lire. » Puis là, je disais « Ben non, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps de faire ça. » Puis, la COVID est arrivée. T'as écrit ton livre. Et j'ai eu le temps. Je me suis acheté un condo dans Laurentides. Puis, je peux pas dire que c'était un effort surhumain d'écrire un livre parce que c'est pas vrai. C'est que j'avais tout le matériel que j'avais accumulé, bâti. L'expérience. Puis l'expérience. Fait que c'était juste, en anglais, on disait un brain dump. C'est de prendre tout ce que j'avais puis le documenter. Ouais. C'est pas que ça a été facile non plus, mais regarde, j'ai rendu ça facile. Là. Je m'étais bâti une cédule fabuleuse. On a eu un été génial où je passais 2 heures à écrire, j'allais me baigner pendant 20 minutes. 2 heures à écrire, j'allais me baigner pendant 20 minutes. Et à la fin de la journée, je passais 2 heures à écrire, je prenais 2 gin tonic. Mais bref, l'idée, c'est qu'à la fin de l'été, j'avais mon livre qui a été révisé en français 19 fois. Là, c'était quand même beaucoup de travail. Mais après ça, c'était un livre. Là. J'ai mis là-dedans des expériences, des outils. Il y a des pages de notes, il y a un lien pour évaluer vos compétences de vente. Tu sais, si tu veux, je te laisserai le lien là, pour ton podcast. Là. Ouais. Quelqu'un qui veut évaluer ses compétences de vente, il y a un Absolument. lien d'auto-évaluation qu'il peut faire. Fait qu'il y a plein d'informations là-dedans. Encore une fois, dans l'esprit où si je peux aider plus de monde, ben le livre, c'était peut-être un bon véhicule. Ouais, t'sais, plus de reach. Puis tu sais, je l'ai fait en anglais aussi parce que tu sais, j'ai quand même beaucoup de clients anglophones. Puis l'autre chose dans le livre, c'est une chose importante au début, c'est de réaliser que peu importe l'insécurité, l'incertitude, peu importe les crises qui arrivent, derrière tous ces chamboulements-là, il y a des opportunités. Ouais. Puis, si on n'est pas capable de le voir, c'est parce qu'on a des croyances limitantes. Tu sais, si là, on veut pas. Là, l'économie, tu sais, tu dis, ben, tu pourrais dire, regarde, là, on est menacé de tarification incroyable par le prochain président américain. Ça va pas bien aller, ça va pas. Mais tu sais, si on fait que ça, et se dire ça va mal aller, bien ça va mal aller. Mais si on trouve l'autre façon, bien on va être plus efficace. Oui. Là, c'est exactement ça où ce que je voulais en venir. Ouais. C'est très tôt dans le livre, là. C'est marqué, le mot crise est représenté par l'idéogramme chinois Weiji. Le premier caractère signifie danger et le second opportunité, ce qui suggère qu'il y a toujours une opportunité dans chaque crise. Toujours. Ça commence de même. Ben oui, parce que, regarde, moi, ma vie a commencé par une crise. C'est ça, l'AVC. Tu sais, moi, là, j'étais le dernier d'une famille de 6 enfants. Entre moi et le plus vieux, il avait 10 ans. Et un père qui ne pouvait plus travailler. Ouais. Une mère qui était à la maison avec 6 jeunes enfants, tu comprendras pourquoi. Et là, c'est quoi qui s'offrait à nous? Pas encore. On n'a jamais manqué de rien. Ouais. On ne vivait pas richement, loin de là. Ma mère était la gestionnaire la plus formidable que j'ai connue. Elle était créative. Je vais te raconter une anecdote qui va démontrer ça. C'est que chaque dimanche, on avait un roast beef. Tu sais, 4 garçons, 2 filles en croissance, tout ça, là. On avait un roast beef à chaque repas, chaque dimanche. Puis avec les restants du roast beef, elle faisait des stews, des sandwichs, des whatever. OK? Et quand j'ai eu, fast forward, j'ai eu mes enfants, puis la mère de mes enfants dépensait énormément en fruits et légumes, puis tout ça, puis on les jetait la plupart des affaires qu'on achetait. Ça me frustrait, puis je demandais à ma mère, je dis, je pense à ça, comment est-ce que vous faisiez pour nous donner un roast beef à toutes les semaines? Et sa réponse, sans perdre un instant, a dit, c'était du cheval. Et on sait que la viande de cheval, à l'époque,
ça valait 10 sous la livre, là, les gens n'achetaient pas ça, mangeaient pas ça. On a grandi avec la viande qui aujourd'hui coûte une fortune, parce qu'on sait que c'est une viande qui est beaucoup plus protéinée, qui est beaucoup moins grasse, meilleure pour la santé. On a grandi là-dessus. Et elle nous en a jamais parlé. Ouais. Quelle humilité. Hein? Tu vois qu'il y a une crise. Fait que si tu te dis, je suis découragé, je ne pourrai pas passer à travers, ben tu ne passeras pas à travers. Ouais. Mais si tu te dis, comment je peux passer à travers? Quel mécanisme je peux bâtir? Quelle efficacité je peux développer pour être meilleur? Ben, c'est pour ça que le livre commence avec ça. C'est de dire, regarde, je veux pas entendre quelqu'un qui dit « Ah, ça va pas bien ». Non, c'est sûr qu'il y a des moments difficiles. Ouais. Mais entre les moments difficiles puis ta décision de dire « Comment je peux trouver un chemin pour que ça aille mieux », je finis le livre aussi comme ça. Ouais. Ça, pour moi, c'est important. Puis en vente, ta job, c'est d'aider quelqu'un à avoir ce qu'il veut. Ouais. Fait est-ce qu'il va y avoir des obstacles? Oui. Est-ce qu'il va y avoir des tonnes d'intervenants? Absolument. Est-ce que ça va être long, difficile? Probablement. Tu sais, quand je donne mes ateliers, j'ai toujours une des premières diapositives, c'est la vente, c'est simple. Puis quand je clique, ça dit, mais c'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas simple et facile, c'est pas des synonymes. Mm-hmm. Fait que ce point-là, pour moi, il est important. Fait que mon travail puis ma passion, c'est d'enseigner aux gens à rendre ça le plus simple possible. Puis à un moment donné, tu vas te mettre à trouver ça beaucoup plus facile. Ben, tu fais une bonne job, en tout cas. Moi, je charmais très rapidement. D'ailleurs, c'est pour ça, je suis sûr que c'est une super belle épisode. Je suis le fan numéro 1 de mon propre podcast. Je te dis, j'écoute mes propres épisodes 2-3 fois après. Je sais déjà que le tien, il va falloir que je l'écoute 5-6 fois pour comprendre toutes les valeurs. Ajouté à ça, j'ai eu l'extrême honneur là, de t'avoir. Là. C'est sûr qu'après ça, j'ai pas tout lu au complet. J'ai feuilleté le livre. Tu sais, j'aurais voulu, mais le timing, tu le sais, tout. Ouais. Mais j'ai apprécié ce que j'ai lu. Tu sais, c'est percutant depuis le début, etc. T'as-tu un take-away? Qu'est-ce qu'on va apprendre avec ton livre? En fait, le livre va apprendre en premier que la première chose sur laquelle agir en vente, c'est sur soi. Okay? Parce que c'est la première chose qu'on contrôle. Fait que comment on peut se contrôler puis bâtir nos compétences, bâtir notre compréhension de c'est quoi l'échange. Et après ça, on va évoluer dans le livre à comment on va comprendre puis contrôler des situations de vente plus complexes. Ouais. Fait que le livre est que c'est vraiment ces deux phases-là dans le livre. Là. C'est pour ça que je dis démystifier et maîtriser la vente. Puis à chaque fin de chapitre, il y a une page ou 2 pages de fois laissées blanches pour prendre des notes. J'ai une cliente qui m'est revenue il n'y a pas tellement longtemps, elle me dit puis ils font des systèmes de drones pour calculer comment les réservoirs d'eau sont pollués, okay. À quelle profondeur, etc. C'est vraiment un travail fantastique à travers les drones. Et cette dame-là, son ingénieur, avait beaucoup de difficultés à vendre. Donc elle a acheté mon livre, puis elle me dit, ton livre est rendu ça d'épais, parce qu'il y a des notes, il y a des post-it, puis il est tout le temps dans mon camion. Ouais. Elle dit, des fois, avant d'un meeting, je vais lire un petit bout. C'est sa Bible à cette heure. Fait que je trouve ça très, très drôle. C'est cool. Fait que c'est ça. Fait que le livre, j'ai choisi de le rendre disponible seulement à travers Amazon. Parce qu'ils font, encore une fois, de l'innovation. On peut aimer ou détester Amazon, là, ça dépend du point de vue. Mais comme moyen disruptif, il y a un moyen fabuleux, c'est quand vous commandez le livre, peu importe où vous soyez à travers le monde, quand vous commandez le livre, il l'imprime et vous l'envoie. Ouais. Fait qu'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de stock, il n'y a pas... fait qu'en anglais, en français, je trouve ça... Puis si vous voulez absolument pas d'arbre, ben vous pouvez toujours prendre la version Kindle. Ouais, j'ai pris la version Kindle, moi, tu sais, des fois c'est plus facile. Là. C'est juste plus difficile de laisser des notes, ouais. mais tu peux le faire quand même. Mais... Fait que ça c'est quelque chose que je pense qui peut être très utile. Si vous êtes leader de vente, si vous avez un groupe de vente, moi je pense que vous avez besoin d'être mieux outillé.
Fait que là, mon objectif, puis on parlait de plan, c'est sûr que j'aimerais faire des capsules vidéo, puis faire mon masterclass en vidéo, mais c'est très, très time-consuming, puis je souhaite pas du tout une autre crise à la COVID, là, mais s'il y en a une, je vais en profiter. Mais une autre chose, c'est les parcours croissance que je développe. Là, c'est la 2e édition. Je vais laisser passer une 3e édition. Puis je vais faire en sorte que tout le matériel devienne un grand livret d'exercices. Pour que ça soit disponible. Que ça soit disponible probablement aussi par Amazon. Ben écoute, merci beaucoup. Ben, c'est un grand plaisir, Patrick. Merci de ton Honnêtement, temps. Super. Ça va être un super épisode, je sais déjà. Beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup d'expérience. Veux pas, tu peux pas l'acheter l'expérience, il faut que tu le vives. Là. Ouais, l'expression que j'utilise, c'est l'expérience. Ça arrive juste au moment où tu en aurais eu le plus besoin. Merci beaucoup. Donc, guys, c'était avec André, l'auteur du livre « Démystifier et maîtriser la vente ». Le podcast est court pour le nombre de sujets à apporter, mais le livre est disponible sur Amazon, version papier et version électronique sur Kindle. J'ai lu la majorité du livre, là, évidemment avec le temps, on s'est dit une semaine d'avance, puis là, les engagements de la vie, j'ai lu une bonne partie, mais pas tout au complet. J'ai adoré ce que j'ai lu, j'ai eu l'exclusivité de l'avoir avec moi en entrevue, ce qui est encore meilleur. Il y a des belles affaires qui s'en viennent pour lui, des nouveaux ateliers. Puis bon, évidemment, c'est sûr qu'à un certain moment donné, il va penser à la retraite, mais je pense qu'avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, il va continuer pendant un bon 10-15 ans. Je te le souhaite, mon vieux. Merci beaucoup. Merci. Je le souhaite aussi.